te retrouver, Vincent. Voilà, pour conclure cette belle semaine pleine d'innovation, d'optimisme, dans un contexte qu'on sait compliqué pour tous à différents degrés. On voulait conclure cette semaine et puis et remercier la secrétaire d'État Olivia Grégoire pour ses mots, pour ses encouragements, à la fois pour le Hub Institut et puis plus globalement autour du sujet durable et des grands groupes. Et on voulait du coup finir cette semaine en vous partageant les grandes tendances que le Hub a identifiées. Alors, on sera du coup autour des sujets New Tech et Manufacturing, mais on démarrera tout d'abord par les sujets autour de la sustainability et du Tech for Good. Avec, pour démarrer, tout ce qui est lié au Purposeful Brand. Et on le sait, 88% des collaborateurs, des consommateurs ayant confiance dans leur marque achètent de nouveau. 73% essaient de nouveaux produits et de services proposés par la marque. Et 73%, voilà. Et puis on voit d'autres chiffres effectivement intéressants. Le consommateur a besoin de confiance. Et dans des périodes compliquées comme celles qu'on connaît, il est important effectivement de maintenir et de développer cette notion de confiance. Les politiques durables aussi des entreprises, du coup, sont bénéfiques pour les marques. On le voit dans les chiffres qui sont partagés. Et Bosch a eu pas mal d'initiatives qu'ils ont d'ailleurs présentées au CES cette année. Tout à fait, oui. Et je vais peut-être récupérer ça. Et ensuite, du coup, on enchaîne du coup sur les produits durables. Donc voilà, tout ce qui est recyclage, réemploi, bien sûr, avec la transparence de la supply chain, les matériaux recyclés, recyclables. Voilà, ce sont des termes, bien sûr, dont nous avons déjà parlé au Hub Institut, dont vous avez pu entendre parler de nouveau cette semaine. Donc avec les packaging réutilisables et durables notamment. Donc c'est un enjeu majeur. On a vu du coup que pendant la pandémie notamment, il y avait de plus en plus de commandes, de plus en plus de livraisons, et les consommateurs ne voulaient pas continuer à participer du coup à ce gaspillage des matériaux déjà existants et non recyclables. Donc voilà, c'est un enjeu. Le plastique, bien sûr, est quelque chose voilà, qui va devoir partir. Les consommateurs veulent vraiment attendre vraiment un changement des marques dans ce domaine. Et on a vu ça notamment du coup avec McDonald's ou Burger King qui faisaient appel du coup à du packaging plus recyclable. Le verre aussi, voilà, les verrines sont quelque chose qui sont venus remplacer les emballages qu'on connaît bien. Et ensuite, bien sûr, les emballages à base de mycélium ou les emballages Ce qui est important ici, on le voit dans cette innovation, c'est d'essayer de sortir d'une économie linéaire et de rentrer pleinement dans une économie circulaire avec le réemploi, un maximum de réemploi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on voit ici qu'on a beaucoup d'options. On voit d'ailleurs, nous, au quotidien, qu'il y a beaucoup d'options qui voient le jour. Pour l'éco-conception, du coup, recyclage, upcycling, voilà, les boîtes aussi font appel à des matériaux recyclés, voilà, pour leurs produits. Par exemple, Electrolux, du coup, qui a développé un aspirateur composé de matières recyclées. On voit ça aussi avec des matières, voilà, plus biodégradables qui sont utilisées par les entreprises. H&M aussi donne une nouvelle vie, du coup, aux vêtements de ses consommateurs grâce à Loop, du coup, un conteneur qui permet de récupérer ces vêtements, qui les trie et qui ensuite en fait voilà, un nouveau tissu qui peut être réutilisé. Donc c'est un très bon exemple de réemploi, comme tu disais, Vincent. Voilà, Ace & Tate aussi, pareil, des lunettes déjà usitées qui sont recyclées, réutilisées. Voilà, donc c'est vraiment la boucle, comme tu disais. On a vraiment beaucoup d'exemples, on a pu entendre parler de beaucoup d'exemples, au Hub Institut aussi on a pu en parler. Circulose, du coup, du coton fabriqué à partir de vêtements usagés, Fairphone, un téléphone composé de matériaux recyclés. Et aussi, voilà, la robotique, donc c'est quelque chose dont on va parler aussi tout à l'heure, du coup, avec New Tech et Industrie. Un robot, du coup, une intelligence artificielle qui facilite le tri, du coup, pour garantir le recyclage. New Sustainable Material, donc on en voit les matières biodégradables, comme je le disais, sont de plus en plus utilisées, comme Vivo Barefoot, Voleibag sont quelques marques du coup, Horizontal Bed qui fabrique des lits biodégradables. Donc voilà, ce sont vraiment des nouveaux matériaux qui voient le jour, en plus des matériaux déjà existants qui sont réutilisés, réemployés. Donc, comme je disais, les consommateurs ne veulent plus faire partie de veulent prendre des nouvelles résolutions. Vincent, veulent vraiment faire appel à d'autres matériaux. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'engouement pour le mouvement zéro déchet. Et voilà, certaines plateformes d'e-commerce, voilà, mettent vraiment en avant des emballages biodégradables, une quantité réduite de déchets. Une information qu'on avait trouvée intéressante. Tout à fait. C'est les huîtres. Ouais, l'émergence des huîtres, fait que ça devient une source
source de fabrication à part entière, combinaisons de plongée, vêtements. On commence à retrouver du coup des coquilles d'huîtres, des extraits de coquilles d'huîtres un peu partout. Donc c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Dans les vêtements, le jean, pardon. Et oui, voilà, aussi un autre exemple avec un pull en protéines brassées. Du coup, ça a été brassé différemment de la façon traditionnelle. Du coup, il n'y a pas ici de recours au pétrole ou aux ressources animales. Donc c'est quelque chose qui est meilleur pour l'empreinte carbone de l'entreprise. Future of Food, c'est quelque chose aussi dont on avait pu parler dans nos précédents événements, avec la tendance de l'agriculture régénératrice, donc qui permet de régénérer les sols un peu dégradés et qui permet une meilleure productivité, une meilleure fertilité pour l'agriculture. On voit aussi, quelque chose de très important, Vincent, oui, le local, du coup l'acheter local. C'est vrai, le circuit court, et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour essayer de limiter justement le transport de marchandises et de produits frais. Même si le circuit court reste cher, puisque du coup les volumes de production sont plus faibles, c'est quand même des pistes très intéressantes. Et si on arrive justement à avoir une agriculture un peu plus productive et diversifiée, on pourra avoir des prix consommateurs qui seront accessibles et du coup la démarche sera crédible. Tout à fait. Et on voit, oui, quelque chose qui est la ferme urbaine verticale et modulaire, donc vraiment pour Ça ressemble un peu à Sous les fraises, effectivement, qu'on connaît en France. Mais là, on va avoir de plus en plus de besoins comme ça, dans ce contexte de circuit court, de pouvoir produire in-house et N-Things, qui présentait cette année cette innovation au CES, fait pas mal de bruit là-dessus, quoi. Voilà, donc pas besoin d'aller à l'autre bout du monde chercher ces produits, ça peut être fait dans n'importe quel environnement. Encore une fois, retour du coup sur le local, quelque chose qu'on a beaucoup vu du coup de la part des Français, notamment 20% des Français pendant le confinement qui ont choisi d'acheter local. Voilà, donc encore une fois, toujours comme tu disais, le circuit court, un véritable enjeu. Et à Grove, un peu dans la même idée, la même veine que les serres connectées qui permettent à quiconque de se mettre à l'agriculture. Voilà, pareil, agriculture urbaine collaborative et connectée. Donc c'est encore quelque chose sur la voie de l'autonomie alimentaire, pour qui veut s'y mettre. Et ouais, il y a les nouvelles habitudes alimentaires et donc c'est particulièrement intéressant de voir que le consommateur évolue, sa manière de s'alimenter évolue et du coup il y a tout un régime derrière et c'est vrai que on voit l'émergence et on a eu l'occasion pendant ces 3 jours d'en parler, des consommateurs qui sont plus conscients de leurs responsabilités et qui essaient d'avoir le moins d'impact possible, quoi. Et du coup, on voit la hausse du véganisme et la baisse de la consommation de viande. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait vu, Vincent, au Sustainable Paris Forum en décembre, avec les nouveaux fermiers qui proposaient des alternatives à la viande faite à partir de plantes. Ici, c'est Eat Just, du coup, avec Just Egg. C'est un œuf, ça a la consistance, la texture d'un œuf, mais c'est entièrement à partir de plantes végétales. Voilà, donc plein d'options, d'alternatives de la viande faite à partir de cellules animales, qu'on retrouve sur le marché maintenant. Alors là, c'est vrai, et on a retenu effectivement la participation de certains entrepreneurs, intrapreneurs du groupe EDF à cette édition du CES en ligne. On les voit ici autour de l'hydrogène, la planification urbaine ou des enjeux liés au cloud et à la blockchain. C'est particulièrement intéressant de voir émerger enfin des projets intrapreneuriaux matures. Et donc on voulait le souligner cette année et en plus ils étaient présents au CES. L'énergie solaire, on le voit, il est présent chaque année. GoSun, qu'on avait déjà vu dans les années précédentes, s'est repositionné avec une manière de cuire des aliments directement en puisant dans l'énergie solaire. Donc ça, c'est sans du tout utiliser effectivement l'électricité. Et puis là, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc c'est aux Pays-Bas, une start-up qui est exposée cette année au CES, Carbion, qui en fait aimerait utiliser l'air ambiant pour recycler le CO2. Et ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est le coût du coût à la tonne de transformation du CO2. Oui, voilà, une option qui n'est peu chère, puisque c'est 50% du coût par tonne de 50 € par tonne de CO2. Oui, Et puis là aussi, c'était intéressant. On le voit sur le recyclage de l'eau domestique. C'est évidemment un sujet mondial. Cette initiative, la Hydraloop, qui permet de recycler jusqu'à 85% de l'eau utilisée à la maison. On avait vu des pistes aussi sur les années précédentes au CES, mais là, c'est un dispositif qui semble assez mature.
Alors, il y a aussi L'Oréal qui était présent avec, pareil, tout un travail autour de la récupération d'eau pour essayer d'avoir le moins d'impact. Donc, c'est intéressant de voir que L'Oréal s'était positionné aussi sur cette édition via cette initiative. Et puis, en termes de diversité et d'inclusivité, Lila. Oui, alors en effet, ça c'est aussi un aspect du coup du durable, des prises de responsabilité des marques, même si c'est un autre aspect encore, bien sûr il compte. Donc on avait vu ça part du mouvement des Black Lives Matter qui est parti aux États-Unis mais qui est retenti à l'international. Et les marques, voilà, les marques qui sont choisies, ont fait le choix de soutenir publiquement ce mouvement, du coup ont dû agir ensuite en conséquence, parce que comme tu nous le disais Vincent, les consommateurs veulent vraiment pouvoir faire confiance à leur marque et que des actions suivent ensuite les dires. Donc Sephora a choisi de mettre l'accent sur la formation de ses employés, a dédié des étagères du coup à des cosmétiques détenus par des créateurs noirs. Pareil pour d'autres marques aux États-Unis, voilà, qui ont vraiment voulu mettre l'inclusion au cœur de leur business model. Et voilà un autre type d'inclusion, du coup, toutes les communautés représentées du coup dans le marketing, la représentation dans les médias est bien sûr vraiment importante, car les consommateurs peuvent se voir reflétés. Donc on voit ça ici avec des emojis créés par Apple, ou voilà des mannequins de toute tranche d'âge, de tout genre, de toute physionomie, voilà, qui sont mis en avant, auxquels les marques font de plus en plus appel, ce qui est une très bonne chose. Les personnes, bien sûr, aussi vivant un handicap sont aussi de plus en plus représentées voilà, dans le marketing. Et des marques déjà existantes font voilà, des améliorations à leurs produits déjà existants ou créent de nouveaux services du coup, pour ces personnes, des portes du coup, de voitures facilitant la tâche du coup, aux personnes vivant un handicap, ou des projets d'impression 3D du coup, permettant de modifier des meubles Ikea. L'IA aussi est un domaine, d'ailleurs on va enchaîner sur New Tech et Industrie. L'IA est aussi un domaine qui doit devenir plus équitable, plus inclusif, du coup avec la formation des collaborateurs et les préjugés à la conception qui doivent disparaître bien sûr. Ça nous amène du coup à la partie Industrie 4.0 et Smart Factory, avec le travail qu'on avait fait dans le cadre d'Hannover Messe l'année dernière, sur comment en gros intégrer la notion de nouvelles usines avec la notion Greenfield et d'anciennes usines Greenfield, avec la partie Retrofit et Legacy. Donc on a fait ce travail autour du coup des 6 enjeux de l'industrie durable, l'occasion de bien comprendre à chaque fois quels sont les gros sujets, que ce soit sur la robotisation, le jumeau numérique, l'internet industriel connecté, des objets connectés, la data, l'AI et la maintenance. On va démarrer du coup par l'agile IT, donc comment reprendre le contrôle. Et là, c'est assez important, c'est une notion qu'il faut bien maîtriser, la différence entre business continuity et business resilience, pour comprendre la suite. Donc business continuity, c'est vraiment la capacité d'une organisation à poursuivre son activité à des niveaux acceptables après une disruption importante, alors que la résilience, c'est la capacité en gros de l'organisation à intégrer de nouvelles variables au fil de l'eau dans un environnement changeant. Voilà. Tout à fait, oui. Alors après, on a présenté effectivement c'est vraiment ce qu'on pense, l'heure de la network intelligence. On a maintenant connecté un peu tout. Et maintenant, comment on donne de l'intelligence au réseau? C'est comme ça qu'on pense travailler. Du coup, 3 entreprises qu'on suit, Bloom Global, Brain Creators et AgriPolus. Ils sont là pour vraiment optimiser et améliorer la chaîne de valeur sur différents leviers, comme vous pouvez le voir présenté ici. Alors deuxième partie, donc la partie automation, donc vers la Smart Factory. Donc c'est une révolution à part entière, dans le sens où on le voit, il y a de plus en plus d'automatisation en entreprise et on voit un peu le cercle vertueux que ça permet de faire. On a eu l'occasion en décembre, à l'occasion du Sustain Paris Forum, du coup d'intervenir sur ces sujets avec des experts, je pense à Framatome ou autres. Et il y a vraiment aujourd'hui un travail sur les différentes étapes et les différents leviers de l'industrie connectée. Alors ça, c'est un chiffre qui est impressionnant qu'on voulait vous partager. C'est pour le nombre de robots par rapport à 10 000 travailleurs, en gros, dans le secteur de l'industrie en 2019. Et donc, pour 10 000 personnes qui travaillent dans l'industrie
à Singapour, ben vous avez 918 robots. C'est vraiment énorme, suivi par la Corée du Sud. Et après, beaucoup plus bas, vous voyez le Japon et vous voyez la position de la France avec 177 robots. Alors, on oppose parfois robot à humain, alors qu'en fait, on va voir dans quelques slides, on est aussi dans toute la partie cobot, et donc l'accompagnement du coup des collaborateurs sur la chaîne d'assemblage parfois. Et là, l'idée, c'est de faire baisser la pénibilité. Donc c'est quand même, faut pas tout le temps associer robot à perte d'emploi. Alors, les robots, ils sont dans 3 grandes familles. Tout ce qui est lié au manufacturing, avec les robots industriels, bien sûr, on les connaît déjà. Donc on pense à KUKA, qui s'est fait racheter par les Chinois, mais qui sont des robots emblématiques sur cette chaîne de production. Après, on va avoir tout ce qui est lié aux robots logistiques. Et donc, vous le voyez très bien dans les entrepôts, Cdiscount, Amazon ou autres. Aujourd'hui, ils se sont fortement développés et ça permet aujourd'hui d'exécuter des commandes e-commerce de manière extrêmement rapide. Et on est content d'ailleurs qu'il y ait des acteurs français qui soient positionnés sur ce type de robots. Et enfin, et là ça a été le gros boom cette année, les robots d'automation et donc tout ce qui va être lié au food service pour pouvoir produire et livrer des plats quasiment sur mesure. Et donc là, il y a eu un fort développement autour de ces robots. Quelques cas qu'on a suivis au CES, donc Hercules sur la production modulaire et Caterpillar, cette idée de pouvoir faire travailler des camions immenses robots dans des mines, comme le camion que vous voyez, et qui évidemment permet des gains de productivité, mais qui permet aussi de limiter les risques d'accident et de travailler 24/24, puisque c'est des robots dans la logique d'extraction. Alors, une tendance que nous on suit depuis longtemps, mais on avait organisé il y a au moins 5-6 ans déjà un 3D Print Congress, et en fait, ça n'a pas explosé comme on pensait que ça allait l'être en 2013-2014, mais ça reste quand même un sujet qu'on suit. Pas en B2C, je vous l'accorde, le sujet ne s'est pas du tout développé. Par contre, en B2B, en industrie, c'est ce qu'on va voir maintenant, où on voit effectivement que dans le prototypage, dans les pièces industrielles, il y a de plus en plus de développement via l'impression 3D. D'ailleurs, hier, on a eu l'occasion d'avoir une démonstration de la vitre, qui était un écran interactif dont certaines pièces étaient imprimées directement en 3D parce que conçues sur mesure dans le cadre de la présentation du produit et qu'on ne pouvait pas faire un moule qui coûte hyper cher alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas les séries qui suivent pour financer la production du moule. Alors, on le voit ici, voilà, les pièces imprimées en 3D dans un avion, dans un moteur d'avion, donc on voit que c'est en fort développement. Et puis la production additive dans le textile. Donc ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Et il y a une justement 3D e-tex qui était présente cette année au CES. Et puis, je l'évoquais il y a quelques instants, toute la partie du collaborateur augmenté, ingénieur, opérateur terrain, les personnes qui sont effectivement en usine, opérateurs en usine, et toutes les parties exécutives, direction d'entreprise. Donc de plus en plus, ils vont être accompagnés et aidés par des cobots, des coworking robots, on les appelle ça comme ça, les cobots, pour les aider dans leur travail et les soutenir dans les tâches un peu rébarbatives. Alors, c'est un des thèmes qu'on suit aussi depuis longtemps au Hub, et on pense clairement que la 5G, et du coup le développement du haut débit en entreprise vont permettre du coup cette expérience immersive. Oui. Et donc immersion, vidéo 360, virtual reality, augmented reality, mixed reality, reste des sujets qu'on suit, même s'il n'y a pas eu l'explosion qu'on attendait. Mais pendant cette année Covid, on sait que beaucoup en B2C de foyers se sont équipés. Maintenant, on attend aussi un usage B2B qui prend du temps à arriver, quoi. Voilà, donc des exemples d'AR et de VR dans différents secteurs, les bénéfices qu'on trouve dans l'industrie, la capacité à accompagner et à aider et à former les collaborateurs grâce à la VR et la AR au meilleur coût grâce à la reproduction virtuelle du coût d'expérience. On le voit ici, voilà, grâce au haut débit, on va pouvoir rajouter de manière virtuelle
du coup la présentation d'objets dans un monde immergé. Donc là, on reste en développement, mais on n'a pas encore atteint du tout le plateau de croissance. On cite quand même Augmented Knowledge Corp, qui s'est vraiment spécialisé justement sur le secteur de l'industrie, c'est ce qu'on évoquait, le B2B qui reste en développement et qui est exposé cette année au CES. Voilà, et enfin, l'enjeu croissant de la cybersécurité. On l'évoquait, je l'évoquais en ouverture cet après-midi, beaucoup d'attaques malheureusement, que ce soit dans le B2B, dans le secteur industriel, un impact malheureusement en milliards d'euros en termes de perte de valeur, donc la nécessité de s'équiper, de s'organiser pour lutter contre les attaques cyber, et on le voit, beaucoup d'investissements là-dedans. Alors, en termes de cyberattaques, il y a beaucoup de types de secteurs sur lesquels il y a eu des data breaches cette année. On le voit ici en 2019. L'IT, la santé, la finance, le retail sont les principaux secteurs qui ont été attaqués. Et donc, face à ça, on continue à investir. Et en même temps, on le voit avec les différents entretiens qu'on a pu avoir avec les analystes, on va avoir des attaques de plus en plus fortes. Voilà, et puis l'appel de Microsoft, et ça c'était il y a quelques jours, sur la scène du CES, Brad Smith qui dit « L'intelligence artificielle est porteuse de promesses incroyables. Ces nouvelles possibilités sont souvent au cœur des news, mais dans le même temps, le monde nous regarde et veut savoir quels garde-fous nous serons capables de mettre en place pour ne pas perdre le contrôle. La technologie n'a de conscience et elle n'en aura jamais. C'est sûr, mais nous en avons une et c'est à nous de décider chaque jour si ce que nous produisons sera utilisé à bon ou à mauvais escient. » Voici les mots de Brad Smith. Oui, voilà, Vincent, du coup, c'est un équilibre vraiment que doivent trouver les entreprises qui sont de plus en plus digitalisées, voilà, avec cette menace des cyberattaques. Et je ne voulais pas t'interrompre tout à l'heure, du coup, mais on a parlé, du coup, brièvement des jumeaux numériques, vraiment des expériences en réalité virtuelle, et c'est quelque chose, un sujet donc qu'on a abordé aussi au Institut, notamment, du coup, avec Dassault Systèmes et le jumeau numérique de la ville, qui est quelque chose, voilà, qui est un sujet de plus en plus conséquent. Et du coup, vers une industrie durable, du coup, là, ça va être notre dernier point. On revient un petit peu du coup au début du débrief avec les entreprises, encore une fois, du coup, qui mettent au cœur de leur business model les enjeux phares du coup d'émissions carbone réduites. Donc, on avait vu l'exemple de Bosch, mais bien sûr, ce n'est pas la seule entreprise du coup à s'être fixé cet objectif. Donc voilà, objectif de réduire ses émissions, objectif d'utiliser des produits, des produits recyclés, d'améliorer la chaîne de valeur. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit, des enjeux qu'on voit jaillir dans toute l'industrie. Et voilà, pour conclure sur deux exemples, Heliogen, du coup, qui utilise le solaire, capter les rayons du soleil, donc un autre exemple qu'on avait vu tout à l'heure, et Emitwise, du coup, qui permet aux entreprises de modéliser en temps réel leurs émissions de CO2 pour qu'elles voient où est-ce qu'il peut y avoir des améliorations. Oui. Pour conclure, du coup, voilà, merci déjà d'avoir assisté du coup à ces 3 jours de l'Innovation Week, d'avoir suivi cette édition. Et voilà, pour ce débrief, donc ça fait partie. On est passé un petit peu rapidement dessus. Du coup, c'était dans l'ensemble un fil conducteur, des enjeux qui ont pu être évoqués cette semaine. Et pour aller plus loin, les slides que vous avez vus font partie d'un rapport du coup beaucoup plus complet, car d'autres tendances, d'autres use cases, le contexte aura été analysé plus en détail par nos équipes, et un report complet sera disponible pour tous nos membres. Du coup, ça leur sera envoyé, ce sera disponible sur le site du Hub Institut. Pour une intervention, Vincent, si tu veux. Voilà, effectivement, on a beaucoup de débriefs en corporate sur les prochaines semaines du CES et de la NRF aussi qui a lieu dans quelques jours. N'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter. On sera très heureux de venir un peu débriefer de tous ces éléments. On remercie toutes les équipes qui nous ont soutenus, les équipes du Institut, les équipes de Hub-Incom, pour avoir répondu présent et d'avoir, pendant 3 jours non-stop, essayé de vous présenter les innovations en cette rentrée 2021. Une rentrée particulière, mais on voulait être là, on voulait être présent, et on remercie encore une fois les deux ministres, donc Cédrico et Olivier Grégoire, de nous avoir témoigné de leur présence et de leur témoignage, leur soutien. C'est tout un écosystème derrière de l'innovation qui est là, l'innovation digitale bien sûr que nous suivons depuis très longtemps, et l'innovation durable, et on vous donne rendez-vous du coup ces prochaines semaines. On a beaucoup de rendez-vous avec vous, donc prochain grand rendez-vous
Ça sera du coup le 2 et 3 février à l'occasion du Up Day Retail. Et pour nos membres, on aura un rendez-vous le 22, le 21 janvier pour le premier Sustain Fridays, l'occasion d'échanger entre dirigeants autour de ces sujets des enjeux durables. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous.